Alors, bienvenue à Franchement les Tourneaux. Cette semaine, on va recevoir Caroline Kilsdon, qui est une vétérinaire, une spécialiste de la santé publique, une éthicienne même elle avait été présentée comme une esthéticienne, imaginez-vous, à une station qu'on nommera pas ici. Ah oui, je l'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux. C'était très drôle. Bon, écoute, elle n'a pas pris ça personnel qu'elle nous a dit la dernière fois, mais éthicienne vétérinaire qui va nous parler de notre rapport aux animaux domestiques. Vous avez vu il y a quelques semaines, ça date un peu, mais ça reste quand même un sujet d'actualité. Les coûts quand même faramineux, là, si vous allez avec votre minou puis votre pitou chez le vétérinaire, ça se peut que ça coûte quelques feuillets. Donc, on va aborder tout ça avec elle dans la deuxième partie de l'émission. Et vous l'avez entendu, on va recevoir Éric Bouchard aussi qui va nous faire sa chronique habituelle, mais là qui va nous parler de Mark Carney. Hein? Parce qu'il s'intéresse évidemment aux élections fédérales, comme tout le monde. Mais là, il va nous parler de qu'est-ce que Carney représente pour nous, les Québécois, les Québécoises, dans le rapport notamment à la défense de notre langue, de notre culture. Ben pas juste ça. Tu sais, on a déjà parlé, toi et moi, dans les chroniques précédentes, de ce qu'il est au niveau de la redistribution de la richesse. Absolument. Au niveau de ce qu'il est comme personnage dans le capitalisme mondial. Ça, on en a déjà parlé. On va faire fi de ça aujourd'hui. Mais on va parler de comment Mark Carney influence et va-t-il influencer l'avenir du français au Québec. Alors, on abordera ça dans la deuxième partie de l'émission. Puis pour trouver un équilibre entre notre ami Éric Bouchard, qui, faut le dire, ne sera jamais nommé au Sénat canadien, et celle qui vient d'être nommée sénatrice, Martine Hébert, que je connais de longue date parce que Martine était à la Fédération canadienne des entreprises indépendantes avec qui je me suis souvent coltaillé sur les questions patronales et syndicales. Elle a été 10 ans déléguée du Québec à Chicago et à New York. Elle connaît très bien le monde des affaires aux États-Unis et elle vient d'être nommée par Justin Trudeau comme sénatrice indépendante. Elle va nous dire d'ailleurs qu'elle intervient à ce micro comme économiste et non comme sénatrice. Mais si on l'a invitée, c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la fin du monde ou le début d'un autre monde. C'est le début d'un temps nouveau. Oui, Donald Trump qui va enfin nous dire, au-delà des tarifs qui sont déjà imposés à l'aluminium, au bois d'œuvre, qu'est-ce qu'il va faire avec nous, pauvres Canadiens, qui l'exploitons et le volons depuis des années à cause de du déficit de la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis. Non, mais je le dis un peu sous l'angle de l'humour, parce qu'à un moment donné, si on ne veut pas devenir anxieux et angoissé, il faut qu'on traite un peu de cette question-là avec un peu d'humour. Les Américains sont très bons, d'ailleurs, là-dessus. Moi, ma conjointe, elle suit pas mal les spectacles de fin de journée, là, et disons que les humoristes s'en donnent à cœur joie pour planter gentiment, mais planter leur nouveau président qui fait pas beaucoup dans la nuance et la dentelle. Donc, aujourd'hui, on attend à 16 heures l'annonce de Trump. On est-tu exempté, pas exempté? Y a-tu des tarifs modulés parce que le Canada fabrique des pièces d'auto qui sont transférées aux États-Unis? On connaît la chanson. Ou bien ça sera égal pour tout le monde? On l'a déjà dit à ce micro, on va le répéter. Donald Trump a dans la mire une chose, c'est de baisser les impôts des plus riches aux États-Unis, dont lui-même et ses amis. Et pour ça, il faut combler les déficits. Et là, c'était cette vieille idée de réindustrialiser, d'attirer les investisseurs aux États-Unis pour que les entreprises payent des taxes et des impôts aux États. En tout cas, mettons que c'est un pari extrêmement périlleux pour Donald Trump. On sait très bien que pour monsieur, madame, tout le monde aux États-Unis, ça va avoir des conséquences sur le panier d'épicerie, sur la consommation en général. Alors, avec Martine, on va regarder un peu comment tout ça va se déplier aujourd'hui, mais j'y ai aussi posé la question parce qu'on a préenregistré l'entrevue. Je lui ai aussi posé la question, la classe d'affaires, la classe économique, les gens d'affaires aux États-Unis, sont-ils d'accord ou pas? Et vous allez voir, sa réponse est pas mal intéressante. Je voudrais profiter quand même de l'occasion pour parler du Québec, et pas parler du Québec en fonction de Donald Trump ou des élections fédérales, mais parler du Québec en fonction de ce qui nous concerne et ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le système de la santé et des services sociaux. Il y a un article dans la presse ce matin qui nous dit que les salaires, la rémunération des hauts dirigeants à Santé Québec et au ministère de la Santé chez les hauts fonctionnaires a augmenté de 89 %
dans la dernière période parce que, figurez-vous, aller chercher des Top Guns, ça coûte de l'argent. Hein? M. Dubé a dit, on va créer l'agence de santé, on va dépolitiser le dossier de la santé, on va mettre en place des gestionnaires de haut niveau performants. Bien, ça a effectivement un coût. D'ailleurs, à la lecture de l'article, je trouvais ça quand même intéressant. On sait que Mme Biron, qui vient du secteur privé des laboratoires Biron, n'est-ce pas, a un revenu quand même qui dépasse les 500 000, a mis à la porte carrément M. Abergel, un ancien du réseau public, et elle l'a remplacé pas par un, mais par 2 vice-présidences. Donc, ça vient de doubler le montant prévu pour le poste qui a été aboli avec le départ d'Abergel. Donc, une grosse structure qui coûte extrêmement cher pour faire quoi, chers amis? Pour faire quoi? Pour appliquer des compressions budgétaires dans le réseau de la santé et des services sociaux de 1,5 milliard. C'est quand même fascinant, ça, Éric Bouchard, n'est-ce pas? Bien, en fait, c'est toujours, depuis 30 ans, la privatisation de tout. Avant ça, là, il n'y avait pas nécessairement de compétition entre le secteur privé et le secteur public. Chacun avait sa case. Et là, on s'est dit à un moment donné, hey, on va privatiser un peu. Puis là, on s'est mis à payer dans le privé pas mal plus les dirigeants. Fait que là, le monde du public, on dit, hey, il faut attirer des Top Guns parce qu'on est pas mal moins efficace. Et là, il y a une escalade des salaires qui se fait depuis 30 ans. Et là, maintenant, on est rendu qu'il faut payer quasiment plus cher le monde pour qu'ils viennent travailler au public que dans le privé. Puis moi, je l'ai vu à la ville de Longueuil. Les hauts dirigeants, donc les hauts fonctionnaires, sont payés le double des élus qui travaillent à temps plein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien mieux d'aller travailler dans la fonction publique, puis après ça, de dire, ben, je vais peut-être me faire une offre au privé, ou bien, puis là, tu vas au plus fort la poche, que de se présenter aux élections pour pouvoir changer le monde. Puis c'est ça qui est en train de se passer avec la privatisation en santé. Tu as entièrement raison. Puis évidemment, quand on regarde ça, on se dit, mais comment ça se fait que ça va pas mieux? Mais c'est parce qu'on n'a pas compris. C'est de la faute des syndicats. C'est la faute des syndicats en santé. C'est la faute des syndicats des villes. Les syndicats veulent pas changer. Non, mais je ferme la parenthèse. Vous avez bien compris mon humour ce midi. Mais c'est quand même assez troublant, effectivement. Quand on nous dit on va gérer de façon plus efficiente, efficace, on va chercher du monde qui sont payés 1,5 million par année avec des résultats qui sont catastrophiques. Et malheureusement, cette privatisation-là du réseau de la santé qui est accélérée là, fait en sorte que encore aujourd'hui, et plus que jamais aujourd'hui, vous devez mettre la main dans votre poche pour avoir des services de qualité. Alors, à suivre, après la pause, Martine Hébert et les tarifs douaniers commerciaux. On est de retour à Franchement les Tourneaux et comme je l'ai annoncé en introduction, Éric Bouchard est avec nous. Éric. Bonjour. Le Sénat canadien, là? Non? Ah, c'est sûr que c'est ma place. C'est sûr que c'est ma place. Mais non, jamais de la vie. Hey. On devrait abolir le Sénat, mais ça, c'est une autre chronique. Oui, bien, je voulais pas te partir nécessairement là-dessus. Non, mais je suis facile à partir. Moi, en fait, tu donnes un coup de crank puis je suis parti. Mais tu veux parler de celui qui est derrière toi, là? On le voit. Ben oui, on le voit. Mark Carney. Ben oui, Mark Carney, la loi 96 et la clause dérogatoire. Sujet sexy, hein? Ben moi, je vais vous le rendre ça sexy. Mark Carney, là, c'est comme une peinture à numéro. Au début de l'hiver, c'était une page blanche. Puis là, chaque semaine, on a ajouté des couleurs. Puis là, tranquillement, on est en train de voir le vrai visage de ce grand bienfaiteur de l'humanité. Il y a quelques semaines, on a découvert que c'est un champion des paradis fiscaux. Puis après ça, on a découvert qu'il était à la tête d'un holding qui possède un grand parc immobilier qui pratique les rénovations puis qui favorise, dans le fond, la crise du logement. Good job, Mark. Ça a l'air qu'il a même logé le fils de Trump, là, quelque part. Ben oui, exactement. Ouais. Je pense que Lisée en a parlé dans une chronique. Donc, mais cette semaine, c'est Mark Carney et la langue française. Moi je m'occupe du... je vais laisser les autres placards que dans le placard, des autres squelettes que dans le placard aux autres. Moi, je vais parler de la langue française. Donc, depuis l'adoption de la loi 101, c'est la loi 101 ici, que j'ai apportée avec moi, en 1977, les anglophones se sont servis des cours de justice canadienne et de la nouvelle Constitution de 82 pour réduire la portée de la loi 101 et de ses effets qui sont francisants. Ils ont inventé le concept de minorité anglophone au Québec qu'ils ont inclus dans la Charte des droits qui protège les minorités visibles, les minorités sexuelles, de genre et de religion. Contre quoi? Contre la tyrannie de la majorité. Imaginez la majorité continentale qui parle la langue la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Faut qu'elle se fasse protéger comme une petite minorité. Bien, sachez quelque chose. L'ONU, parce qu'ils sont allés se plaindre, les anglophones, ils sont allés se plaindre dans les années 90, ils ont dit la loi 101, là, c'est grave pour nous autres. Puis que là, l'ONU, nous autres, on est une minorité. L'ONU a dit quoi? Ils ont dit,
vous n'êtes surtout pas une minorité, vous êtes une majorité au Québec. Donc, Je sais pas, hein? donc c'est un concept qui est inventé. Mais ce concept-là, il sert à quoi? C'est que quand tu l'additionnes à la Charte canadienne des droits, quand tu l'additionnes à la Constitution, bien, ça fait une arme pour réduire la portée du français. Le régime colonial canadien-anglais a anglicisé le Québec. J'arrête pas d'en parler, mais je le répète. Puis notamment dans la région de Gatineau. Puis je vous explique pourquoi. La loi 101 originale disait, pour pouvoir envoyer tes enfants à l'école en anglais, tu dois pouvoir prouver que toi-même, tu es allé à l'école en anglais. Fait que là, ce que ça faisait, c'est que les anglophones du Canada qui voulaient déménager au Québec disaient « Ouais, si je veux envoyer mes enfants à l'école en anglais, je pourrais pas parce que je peux pas prouver que je suis allé à l'école en anglais au Québec. » Fait que là, ça crée comme une espèce de barrière autour du Québec, une barrière d'anglicisation par une migration interprovinciale. Mais là, pensez-vous vraiment que les juges des cours canadiennes se sont laissés faire? Ils ont dit non, on va changer ça. Fait que là, ils ont cassé la clause Québec et maintenant, les anglophones du Canada peuvent envoyer leurs enfants à l'école en anglais au Québec quand ils peuvent prouver qu'ils ont envoyé eux-mêmes leurs enfants à l'école en anglais au Canada. Donc, depuis ce temps-là, Gatineau est en train vraiment de s'angliciser. C'est une des régions qui s'anglicise le plus rapidement. D'ailleurs, le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, l'a marqué dans son dernier rapport de novembre dernier. Gatineau, là, il y a un gros problème là. Quand la Cour suprême se prononce sur les lois pour protéger le français, bien, elle réduit toujours la portée du français. Je l'ai dit plus tôt. Cependant, la Constitution de 1982, il y a un outil là-dedans que les parlements provinciaux peuvent utiliser contre l'arbitraire des juges. Puis cet outil-là, bien, ça s'appelle la clause dérogatoire. C'est comme une carte dont on se sert pour que les gouvernements provinciaux se servent pour se protéger des jugements et des attaques des cours canadiennes. Fait que Jacques, Caroline, vous souvenez-vous du jeu 1000 bornes quand on était jeune? Oui. Hein, vous en souvenez? On a joué. Bon, ben regardez, j'ai apporté le jeu de 1000 bornes. Okay? En français ou en anglais? Ah, il est dans toutes les langues, le 1000 bornes. Non, il est en français. Donc, dans le jeu de 1000 bornes, c'est pareil comme la concurrence des langues au Canada. C'est le même jeu. Au Canada, la concurrence des langues, pour gagner à la fin, il faut que tu sois capable d'additionner le plus de locuteurs dans ta langue. Au 1000 bornes, il faut que tu sois capable d'accumuler le plus de kilomètres parcourus en voiture. Puis dans le jeu, ben, tu as des cartes pour bloquer ton adversaire, pour l'empêcher d'accélérer, pour le ralentir. Donc, dans le cas du jeu de 1000 bornes, si tu veux ralentir ton adversaire, tu mets des pannes d'essence. Ça, c'est M. Carney, ça? C'est la Cour suprême? Non, ça, c'est la Cour suprême. Après ça, tu as un accident. Ça, c'est la loi sur les langues officielles du Canada. Après ça, tu as des stops, tu as des crevaisons. Ça, je veux dire, c'est la Charte des droits et libertés dans laquelle on dit que les anglophones du Québec sont une minorité. Ça, c'est dans le jeu. Mais dans la vraie vie, comme on a dit, Constitution canadienne, Charte des droits et libertés et compagnie. Donc, le gouvernement canadien puis les cours canadiennes se servent de ça pour ralentir la progression du français. Et donc là, qu'est-ce qu'a fait Jolin Barrette quand il a déposé sa loi en 2022? Il a fait « bang ». Il a mis la loi sur la table. Puis là, il a dit « bon, ce que je vais faire, moi là, dans le jeu de 1000 bornes, quand tu as ces cartes-là, tu as des cartes pour te protéger. Tu les gardes dans ton jeu, puis quand quelqu'un essaie de te stopper, tu sors ta carte. T'es sors. Jolin Barrette dit « moi, je ne ferai pas ça ». Il a déposé sa loi, puis il a fait bang! In your face, Carney! Toutes les cartes. Il a mis toutes les cartes pour protéger la loi 96 d'être invalidée par les cours canadiennes. Donc, tu peux même pas, dans la plupart des articles, dire je vais aller en cours pour invalider les articles parce que la charte est utilisée de façon... Donc, en utilisant la clause dérogatoire. De façon préventive. C'est-à-dire que Jolin Barrette, il l'a utilisé avant de se faire ralentir. C'est ça, quand Carney, il vient dire, ben là, je suis contre le fait que le gouvernement du Québec utilise la clause dérogatoire de façon préventive. Lui, ce qu'il veut, Carney, il veut prendre l'argent des Canadiens, puis après ça, il veut que le gouvernement canadien aille en cours contester le fait qu'on puisse utiliser la clause dérogatoire au début. Donc, ils font tout ce qu'il veut, Carney, c'est prendre notre argent pour combattre la loi 101. OK, mais je veux quand même te relancer sur un point parce que je l'ai écouté, Carney. Lui, il a dit « Moi, je suis pas en désaccord avec le contenu de la loi 96 sur la protection du français. J'en ai sur l'utilisation de la clause dérogatoire. » Puis là, après, il donne l'exemple d'un gouvernement qui déciderait de suspendre, mettons, le droit des femmes à l'avortement ou encore le mariage des conjoints de même sexe. Ben, on serait peut-être pas mûr, mon cher M. Carney, pour une modification de la Constitution canadienne s'il a peur de ça, s'il a peur des dérives de la droite,
s'il a peur qu'on enlève des droits d'avortement aux femmes, bien, peut-être qu'il est temps de la changer, la Constitution. Parce qu'au départ, ces cartes-là dont on a besoin pour protéger la langue, elle est essentielle. Fait que quand on se sert de cette excuse-là, bien, laissez-moi vous dire que c'est parce que tu n'as pas le goût, dans le vrai fait, de protéger la langue française, parce que ce serait facile de changer la Constitution canadienne, mais ils ne veulent pas toucher à ça. Oui. Notre ami Carney, il dit quoi? Il dit « Je fais confiance aux juges. » Ah ouais, je fais confiance aux juges, toi. Justin Trudeau, notre ami Justin, qu'est-ce qu'il a fait au mois de janvier? Bien, il a nommé quelqu'un qui s'appelle Robert Leckie. Qui est Robert Leckie? Leckie, je ne sais pas. Bien, Robert Leckie, je sais ce qu'il c'est. C'est un avocat. Okay? C'est l'ancien doyen de la faculté de droit de McGill qui, lui, a combattu bec et ongle depuis le dépôt de la loi 96, la loi 96. Il a participé à des manifs. C'est un orateur. Puis là, il harangue la foule. Là, comme ça n'a pas de bon sens, la loi 96. Et Justin Trudeau vient de le nommer à la Cour supérieure. Lui, il va être juge pendant 30 ans. À un moment donné, il va aboutir où? À la Cour suprême. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va encore combattre la loi 96 ou une future loi qui va protéger le français. Donc, c'est important de garder nos cartes de protection. C'est important de pouvoir les mettre. Tant qu'on n'est pas un pays indépendant, la seule chose qui nous protège des cours canadiennes de justice, puis de l'anglo-normativité, puis du régime colonial canadien-anglais, c'est nos quelques cartes. C'est la clause dérogatoire qu'on peut mettre de façon préventive. Il me reste une couple de minutes? Bien, il te reste peut-être 2-3 minutes, mais j'aimerais ça bondir quand même sur un aspect parce que c'est arrivé à quelques reprises que j'ai eu à débattre de cette question-là avec des défenseurs des chartes et des tribunaux. Mais en même temps, quand on t'écoute, et je sais très bien que c'est pas ton point de vue, là, puis qu'on entend Trump attaquer les juges et les tribunaux, quand on voit Marine Le Pen attaquer la décision qui vient d'être rendue, t'as pas l'impression que c'est un terrain qui est un peu glissant quand même quand on est sur la question des droits? Ça fait depuis 1982 que le Québec combat le gouvernement des juges. C'est pas nouveau, là. C'est arrivé bien avant Trump, puis bien arrivé avant l'arrivée de la droite dans le Parti républicain aux États-Unis, puis bien avant Marine Le Pen. Ça fait des années qu'au Québec, qu'on se bat là-dessus, parce que c'est notre seule façon de se protéger contre l'arbitraire. Imaginez 9 bonhommes avec une perruque sur la tête qui décident de l'avenir de la langue française. Ben voyons donc, ça n'a aucun bon sens. La clause dérogatoire, ça venait même pas du Québec, ça, hein? Ça venait de l'Alberta, je pense. Ah, ben il y a eu des négociations, Ouais. ben, ils ont dû en parler. Ça, j'ai pas l'historique de ça nécessairement, mais ça fait partie d'un des outils que tu peux utiliser. Est-ce qu'il nous reste encore du temps? Ah, ben Jean-Yves, il nous dit qu'il te reste une minute. Bon, ben, tu sais, Jacques, tu m'as jamais entendu parler contre l'immigration puis contre les immigrants. Tu sais, moi, je veux dire, toute ma vie, j'ai été entouré d'immigrants. Mais Mark Carney, tu sais, dans un contexte où le régime canadien, il protège pas la langue française. Carney, lui, s'associe à qui? À Mike Wiseman. Mais Wiseman, lui, c'est lui qui est à la tête de l'initiative du siècle qui dit il faut augmenter à 100 millions de Canadiens la population. Et ça, sans égard à comment ça se passe au Québec au niveau de la langue française. Donc, Carney, il est en train de s'associer à quelqu'un qui va faire en sorte que les gens, de façon naturelle, vont dire « Hey, si les gens ne parlent pas français, ça se peut que les gens soient insécurisés. » Puis après ça, on va reprocher aux gens d'être insécures par rapport à l'arrivée d'immigrants. Non. L'idée, c'est qu'il faut changer la structure du régime pour faire en sorte que, comme à Paris, quand il y a un immigrant qui arrive, il se francise, comme à Toronto, il s'anglicise, bien qu'au Québec, tout immigrant, toute la planète au complet va pouvoir venir ici parce qu'on va savoir qu'au bout du compte, ils vont se franciser. Éric Bouchard, je te remercie. On est de retour à Franchement les Tourneaux et comme je l'ai mentionné en introduction, elle est déjà là en studio avec nous. Caroline Queslong, bonjour. Bonjour. Alors, pour une deuxième fois, tu viens nous parler, mais pas de la même chose. On a parlé de M. Kennedy Jr. la dernière fois. Ouais, mais tu sais que je pourrais parler de beaucoup de sujets bien diversifiés. Oui, c'est ce que tu vas faire d'ailleurs. C'est tu ça. vas nous parler vétérinaire, notamment. Ouais, c'est éthicienne, Oui, hein, n'est-ce Ah pas? ouais? On fait attention. oui. Et biologiste, non? Non. Quasiment? Non, mais intéressé par tout ce qui concerne la nature, Tout à fait, bien tout sûr. à fait. Ouais. Alors, tu veux nous parler du rapport que nous entretenons avec nos animaux. Puis, il y a eu quand même une certaine controverse récemment hein, sur les coûts. Si tu vas chez le vétérinaire, ton chat, ton chien, etc. Ton rat, j'imagine même, à la limite. C'est une discussion qui est récurrente depuis plusieurs semaines, puis qui affecte beaucoup la profession vétérinaire, je dois le dire. Là, je vais vous dire, premièrement, que moi, je me pose un petit peu en observatrice, en analyste. Oui, je suis vétérinaire de profession, mais je ne pratique pas depuis environ 27 ans. Alors, ça fait quand même longtemps. Par contre, par toute mon implication dans la profession, j'ai vraiment un bon portrait de ce qui se passe. Je suis passionnée aussi de tous les enjeux de société qui concernent les animaux.
Puis par rapport à la médecine vétérinaire en clinique, bien, je suis aussi une cliente. Hein? Je suis aussi, j'ai moi-même mes animaux de compagnie. Tu as des je suis chats? aussi une cliente. Chats, chiens? Non, chiens, des caniches royaux Ah bon? que j'adore. Ouais. Et Des? qui sont maintenant... J'en avais 3. Ma fille a adopté un des 3. Alors, je me retrouve avec les 2 gériatriques qui ont 14 ans. Oh, ça coûte cher, ça. Bien, à date, ça va quand OK. même relativement bien. Je suis quand même chanceuse. Ça va m'amener tantôt à parler du fait qu'on peut faire des choix aussi, puis on peut faire des réflexions préalables par rapport à nos animaux. Bon, alors, dans le contexte actuel, c'est qu'il y a vraiment un climat négatif par rapport aux frais qui sont élevés là, en clinique vétérinaire. Personne nie que les frais sont élevés, mais c'est un phénomène qui est vraiment totalement complexe, très, très complexe. Il y a aussi le coût des médicaments qui a été beaucoup abordé sur la place publique et puis le fait que les médicaments sont plus chers qu'en pharmacie. Mais ça, je vais mettre ce débat-là de côté aujourd'hui parce qu'il est un peu différent. Ces 2 domaines, ces 2 mises en marché différentes, des processus d'homologation différents. Alors, OK. c'est un enjeu là, que je En vais soi. mettre de côté pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ce dont je voudrais parler, c'est notre vision de notre relation aux animaux, l'évolution de cette relation-là, puis comment ça nous place devant un paradoxe par rapport aux frais vétérinaires. Alors, voici. Le coût des soins vétérinaires est très élevé. Tout le monde est d'accord là-dessus et je suis la première à le dénoncer. J'ai aussi voulu faire mon possible pour réduire les difficultés d'accès aux soins vétérinaires. C'est possible par certains changements réglementaires, parfois, de faciliter l'accès. J'ai essayé de travailler en ce sens-là quand j'étais présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires. Pour aborder la question, je vais diviser ça en 2. Alors, premièrement, les facteurs qui sont liés à la société puis à la clientèle. Puis après ça, les facteurs qui sont liés particulièrement à la profession vétérinaire. Comme société, on va commencer avec ça. On s'est donné une loi sur le bien-être animal il y a quelques années, là, je pense que c'était en 2015, excusez-moi, pas 2017. Et puis, il y a les mouvements des droits des animaux qui sont de plus en plus actifs. Présentement, les animaux n'ont pas des droits. C'est nous qui avons des responsabilités envers eux. Et comme propriétaire d'animal, on a la responsabilité de ne pas laisser notre animal en souffrance. Ce qui veut dire soit être capable de traiter les conditions qui causent trop de souffrance, au moins la soulager, ou sinon, on a légalement la possibilité aussi de faire euthanasier l'animal parce que c'est une façon de mettre fin à ses souffrances. Ça, c'est très clair. Bon, comme société, on vit aussi dans des communautés de plus en plus petites, des familles plus petites. Les communautés sont tissées moins serrées. Il y a beaucoup de gens qui On a moins d'enfants. Hein? Bon. Oui, oui. Les gens souffrent plus de solitude et puis on a moins d'enfants. On en vient à des gens qui considèrent leur animal non seulement comme un membre de la famille, mais comme un enfant. Il y a vraiment beaucoup de gens qui disent ça. Puis, quand je vous rapporte ça, c'est pas un jugement de ma part. Moi, j'en ai eu 4 enfants, et puis c'est peut-être un petit peu différent. Mais je me mets un petit peu quand même dans le lot, parce que quand est-ce que j'ai éprouvé le besoin intense d'avoir des chiens? Bien, c'est une fois que mes 4 enfants ils étaient grands, le plus jeune était adolescent, puis tout à coup, j'avais besoin de jeter mon besoin de prendre soin d'eux. J'avais besoin de jeter ça sur des animaux. Alors que déjà, aujourd'hui, ça a changé un petit peu en ayant plusieurs petits-enfants puis des personnes qui ont plus besoin de moi aussi dans ma famille élargie. Donc, il y a une transformation dans le rapport aux animaux, de toute évidence. Oui. On vit aussi dans une société qui valorise la sécurité. Hein? On le voit dans la façon dont dans plein de... Ça s'illustre à plein d'endroits, entre autres avec nos enfants. Je donne un exemple qui parle beaucoup. Il y a une vétérinaire qui vient de publier un livre, ça fait quelques jours seulement, et le titre du livre, c'est « Je protège mon chien ». Hein? Le titre n'est pas « Je prends soin de mon chien, je réponds aux besoins de mon chien ». C'est « Je protège ». Et c'est pas anodin parce que ça reflète une réalité. Alors, le but de plus en plus, c'est de protéger, puis c'est de prendre le moins de risques possible. Par exemple, mes chiens à moi sont des caniches royaux, qui sont des chiens à thorax profond, des chiens qui, parfois,
peuvent faire des torsions gastriques s'ils ont l'estomac plein puis qu'ils font trop d'exercices, etc. Et maintenant, bien, il y a une chirurgie préventive qui existe. Alors, quand on les stérilise à un jeune âge, on peut attacher l'estomac pour s'assurer que ça n'arrivera jamais. OK. Alors, tu sais, il y a beaucoup de prévention pour... Ça ne doit pas être donné, ça, là, une intervention comme celle-là. Là. C'est pas donné. C'est pas... La plupart des vétérinaires ne proposent pas de l'affaire de routine, mais il y a des endroits L'as-tu fait, qui toi? le font maintenant. Non. Tu l'as pas fait? Non, Bon. moi, je n'ai OK. pas fait ça. Et puis, il y a des facteurs qui sont liés à une certaine clientèle. Le lien avec les animaux amène un lien émotif très, très fort. Moi, j'ai toujours dit, quand j'étais présidente de l'Ordre, que la profession vétérinaire, elle est la seule qui est une profession de soins privés avec un côté émotif aussi fort, parce que on a beau dire que c'est des animaux, mais c'est quand même, il y a quand même un pouvoir là, de vie et une possibilité de vie ou de mort sur les animaux. On est dans un paradoxe. On les aime, on les adore, mais quand arrive le moment de les soigner, on pense que ça ne devrait pas coûter cher. On veut le même type de soins qu'il y a chez les humains avec le même degré de certitude. Toute la stérilité, les tests de laboratoire, les techniques chirurgicales élaborées, on veut tout ça, mais on pense qu'on pourrait avoir ça pour un prix abordable alors que c'est de la médecine privée. Il y a toujours la possibilité de poursuites. Les vétérinaires ont très peur des poursuites. Je vous dirais qu'elles ne sont pas si fréquentes que ça, mais les plaintes à l'ordre sont quand même relativement fréquentes et les vétérinaires détestent ça, sont très sensibles à ça. Alors, ils veulent vraiment prévoir et essayer que ça ne leur arrive pas. As-tu l'impression, je veux te poser une question parce que le temps file quand même, je ne veux pas t'enlever du temps d'antenne, mais as-tu l'impression que ce rapport-là au coût, parce que tu dis que c'est une médecine qui est privée. Alors, médecine privée, ça coûte cher. Il y a été une époque où notre rapport aux animaux était moindre qu'il l'est aujourd'hui. Alors là, est-ce qu'on s'en va vers quelque chose qui, finalement, pourrait nous amener à avoir des gens qui vont réclamer des services publics pour traiter leurs animaux? Moi, je donne des ateliers en éthique, de réflexion éthique aux étudiants en médecine vétérinaire et c'est une question qui revient souvent. Les vétérinaires beaucoup de vétérinaires ont un peu une âme de missionnaire et puis eux espéraient ça, que ça vienne. Là, moi, peut-être à cause de mon âge, mon réalisme, là, je leur dis, écoutez, ça n'arrivera pas. Là, avez-vous vu la dette du Canada puis du Québec? Puis les compressions budgétaires dans le réseau de la santé? On n'arrive pas à bien soigner nos humains, alors je rêve et pas en couleur, ça n'arrivera pas. Alors, je ne pense pas que ça arrive. Mais ça existe quand même. Il y a des gens qui... Qui pensent à ça, absolument, oui. Et puis, il y a toujours les assurances. Moi, les assurances, j'ai mes réserves. Si vous regardez tous les domaines où les assurances sont rentrées, les prix ont beaucoup monté. Et ça amène beaucoup de tracasseries administratives qui augmentent aussi le temps, etc. Puis, écoutez, moi, à un moment donné, j'étais dans une famille de 6 à ce moment-là, là, avec mes 4 enfants. Et puis, le coût de l'assurance dentaire, on rentrait même pas dans le coût de l'assurance, loin de là. Alors, ça vous donne une idée que les assurances, c'est pas toujours la meilleure chose. Alors, je vous dirais aussi que pour amener un autre facteur à la profession, la personnalité des vétérinaires fait que ils ne sont pas nécessairement ceux qui préfèrent faire de la gestion et des affaires. De manière générale, ils aiment ça se consacrer à la médecine. Puis ils sont à l'aise dans un cadre qui leur permet de faire de la médecine qui est sécurisante pour eux parce qu'ils ont les réponses des tests de laboratoire, des analyses faites par des spécialistes, etc. Bon, alors... C'est quoi la bonne posture par rapport à une question qui est complexe quand même, hein? Parce que ça appartient aussi à chaque individu. Si tu décides de mettre 3 000 $ sur ton chien, tu décides de mettre 3 000 $ sur ton chien, mais en même temps, l'autre à côté qui aime son chien puis qui a juste 200 $ dans sa poche, il va dire « Et que je trouve que ça coûte cher ». C'est quoi la bonne posture? Bien, il y a la bonne posture individuelle, puis il y a aussi les solutions à l'échelle de la société. Il y en a quelques-unes. Alors, la bonne posture individuelle, je pense que c'est vraiment important de faire une réflexion personnelle en amont, d'avoir réfléchi quelles sont nos possibilités avant d'adopter. Avant d'avoir un animal. Oui, c'est ça, mais aussi en amont, puis jusqu'où on est prêt à aller. Moi, je fais cette réflexion-là, je vous dirais que je la refais continuellement. Ensuite, l'absolue nécessité d'avoir une relation de confiance avec un vétérinaire qui est capable de discuter de ces questions-là avec vous.
À l'échelle de la société, on a des projets qui s'en viennent, c'est-à-dire des vétérinaires qui vont pouvoir offrir des services au public dans des organismes sans but non lucratif. OK. Et des projets de coopératives de vétérinaires aussi. Alors ça pourrait aider les gens qui ont des budgets peut-être un peu plus limités. Alors peut-être que ça va favoriser l'accessibilité. Il reste peut-être un 45 secondes. Une coopérative vétérinaire, c'est quoi? C'est on met une part, puis on met, mettons, tout le monde on met un 500$, puis on est 500, puis... Non, Non. c'est pas une coopérative de membres ou de consommateurs, mais ça serait une coopérative de médecins vétérinaires qui offrent les soins. OK. Un peu comme ça existe du côté des ambulanciers. OK. Caroline Quesdon, c'est un plaisir d'avoir fait le tour avec toi de cet enjeu de société important, vétérinaire, éthicienne, puis qui est devenue chroniqueuse, finalement. Ben, merci. Ça fait Merci plaisir. de m'en donner la chance. Ah, ça fait plaisir. C'est très apprécié. Votre dernière présence a été saluée par beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. C'est déjà tout pour, franchement, les tourneaux. Je vous laisse en bonne compagnie avec notre ami Jean-Yves Lemay pour le reste de l'après-midi.